Bonjour, bienvenue dans Temps fort le face-à-face. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés exclusivement pour rencontrer M. Germain Kambinga Katomba. Bonjour monsieur. Jacquini, bonjour. C'est un réel plaisir. Nous sommes exceptionnellement venus vous rencontrer chez vous pour ce nouveau numéro de Face à Face. Alors, d'entrée de jeu, vous êtes économiste de formation, mais également acteur politique, président de Le Centre, vous allez nous expliquer, mais également ancien ministre de l'Industrie. Vous avez également assumé les charges de vice-ministre de la formation professionnelle des arts et métiers au sein du premier gouvernement, Félix Tshisekedi. Comment mieux décrire aujourd'hui Germain Kambinga? Écoutez, c'est un serviteur zélé de la République, en jachère en attendant des moissons plus abondantes. Et pour le reste, je pense que dans nos échanges, ceux qui ne nous connaissent pas auront l'occasion de nous découvrir. Mais je suppose qu'il y a quand même un bon nombre de nos téléspectateurs qui nous ont accompagnés dans le débat politique les 18 dernières années. Parce qu'effectivement, nous émergeons en politique dans notre pays à la faveur des élections de 2006, ce qui fait de nous un témoin privilégié des différentes étapes ayant conduit à l'avènement de la Troisième République, mais aussi à l'expérimentation, si vous voulez, du modèle constitutionnel et institutionnel sur lequel repose aujourd'hui l'organisation de notre pays. Donc voilà, je suis celui qui a été et celui qui espère sera découvert à nouveau. En jachère, vous avez dit, depuis un temps, on vous sent, oui, effectivement, en retrait. Vous venez de le confirmer. Pourquoi? Un choix délibéré, un manque à faire ou... Non, disons que, comme je vous l'ai dit, de 2006 à 2021, mai 2021, je pense que nous avons été au cœur et du débat politique et de la gestion de la République. 7 ans député. J'ai été 3 fois membre du gouvernement, donc j'ai activement œuvré, apporté ma contribution. Le vent a un tout petit peu tourné, et il y a 2 façons d'aborder la problématique. Soit vous acceptez d'aller dans une espèce de témérité sans chercher à prendre le recul qui renforcera votre connaissance et votre expérience, soit alors vous faites, comme moi, prendre le recul nécessaire, je pense que je l'ai pris pendant 3 ans, pour observer, sans jamais être absent, parce que à chaque fois que cela a été nécessaire, nous nous sommes exprimés pour ne pas laisser la bêtise prospérer et faire en sorte que de temps en temps, une parole de vérité, une parole de sincérité puisse être entendue sans calcul politicien dans l'espace politique congolais. Alors, entre-temps, vous vous êtes mis à écrire, parce que vous avez produit Continuons le changement. Oui, tout à fait. C'est un ouvrage que nous allons présenter dans les jours qui viennent, d'ailleurs. Et pour vous, vous avez constaté le changement. Qu'est-ce qu'il faut continuer, selon Germain Kambinga, comme changement avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi? Disons que le président de la République, je le connais, plus ou moins, ayant fait plus de 70 conseils de ministres avec lui. Et vous savez que les conseils de ministres avec le président de la République durent en moyenne 7 heures. Donc j'imagine que vous avez le temps de connaître le personnage, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et quelles sont ses réelles ambitions pour le pays. Alors nous écrivons cet ouvrage dans ce moment de jachère pour faire un témoignage à l'histoire. Le président de la République est un profond humaniste. Le président de la République est un homme qui met un miroir en face de la société congolaise. C'est ce miroir que je mets également en face de la société congolaise en écrivant cet ouvrage. Je dis là-dedans que bien souvent nous nous sommes plaints d'être dirigés par des gens que nous ne connaissions pas. Aujourd'hui, qu'on soit de la Gombe, de Njili ou de Massina, de l'université de Kinshasa, de l'université protestante, de l'université de Lubumbashi ou de Kisangani, de Paris, de Bruxelles, du Canada, il n'y a personne qui, s'il n'est pas, ne connaît pas quelqu'un, qui est soit au cabinet du chef de l'État, soit au gouvernement, soit à la direction d'une entreprise publique.
On a longtemps parlé de renouvellement de génération, même si en réalité le renouvellement il est permanent. On s'est plaint de cette espèce de gérontocratie et de cette espèce de dictature de l'expérience absolue qui a longtemps milité à la mise à l'écart d'une certaine génération. Aujourd'hui, ce même miroir met en face du Congo des ministres qui ont en moyenne une trentaine d'années, des chefs de parti qui ont en moyenne une trentaine d'années, des responsables politiques de haut niveau qui ont en moyenne une trentaine d'années, des responsables institutionnels également. N'oubliez pas qu'on a eu un Premier ministre de 43 ans, M. Samalou Kondé, qu'on a des ministres d'État qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas atteint 40 ans. C'est un choix politique de responsabilisation d'une génération. Ce que je dis dans cet ouvrage, c'est qu'il y a cette volonté qui a été manifestée par un homme, le président de la République. Maintenant, à nous de faire le jeu, à nous de travailler, à nous de développer ce pays. Je le dis parce que je constate également qu'il y a, à bien des égards, une forme de facilité dans le chef de certains qui ont pourtant le privilège d'être dans un environnement dans lequel la volonté est mise en valeur. Manifester de la volonté et rendez honneur à la chance extraordinaire que vous avez d'avoir la confiance du président dans un pays de 100 millions d'habitants, et ce pays se relèvera. Je dis continuons le changement parce que si nous ratons ce virage, en amorçant les changements qui doivent accompagner la volonté et les paroles, si nous ratons le virage qui permettra de transformer la volonté, les mots de campagne en actes de pouvoir, le président de la République ne sera pas au panthéon de l'histoire, mais dans la poubelle de l'histoire. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il a tout pour être au panthéon de l'histoire, parce que c'est un homme qui gouverne à visage ouvert. Il dit ce qu'il pense, il fait du mieux qu'il peut. Lorsque ça ne marche pas, il ne s'enferme jamais dans la raison d'État. Il reconnaît, et ensemble, il demande la correction. Cette espèce de gouvernance du consensus permanent me semble porteuse de perspective. Vous savez, la manière de gouverner du président Tshisekedi, c'est le contact direct avec tous ceux qui sont en responsabilité. C'est le coup de téléphone du président, ce sont des échanges, c'est un contrat indirect de performance entre lui et ceux qu'il nomme. C'est toute cette mécanique de gestion du pays et cette philosophie de gouvernance que j'essaye d'expliquer, d'en tracer les perspectives et les limites et de proposer une voie de sortie. La voie de sortie, c'est l'efficacité comme valeur cardinale, les contrats de performance, le travail mis en avant pour des résultats probants comme seul critère et d'évaluation et de promotion. Nous parlons ici de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Nous parlons ici de la méritocratie. Sans la méritocratie, le Congo ne peut pas décoller. Et la méritocratie, aujourd'hui, est expérimentée à travers les différentes couches de la société. Je vous ai décrit tout cela avec des personnages politiques nouveaux de toutes les générations qui hier étaient au banc de la gestion de la République, mais aujourd'hui sont mis en avant. Si nous échouons, il ne s'agira pas plus ici d'un échec personnel du président, mais il s'agira d'un échec collectif. Et de la diaspora, parce qu'ils sont là, à Kinshasa, et de l'intelligentsia congolaise, parce que les universités, les cadres congolais, pour l'essentiel, que nous connaissons, que vous connaissez, sont tous à la manœuvre, aux côtés du président de la République. Voilà ce que dit ce livre. Alors, quand on voit au chapitre 4, vous parlez justement de Félix Tshisekedi comme étant un président à visage humain, le changement au niveau de l'institution président de la République. Alors, vous venez de l'évoquer. Est-ce que finalement la RDC aujourd'hui avait besoin d'un président qui a ce côté humain plus que les autres? Est-ce que vous estimez aussi que Félix Tshisekedi a un côté humain plus prononcé que tous les autres présidents qui sont passés avant? Non, ce n'est pas cela la problématique. La problématique ici n'est pas de comparer le leadership sympathique du président ou le leadership charismatique qu'aurait voulu mettre en branle ceux qui l'ont précédé, par exemple. C'est de dire simplement que c'est une méthode qui explique pourquoi, au-delà de ce que les gens peuvent imaginer, il y a ce lien particulier
73%, peut-être 80%. Quand on voit la qualité de l'élection, on pourrait même supposer que le président a perdu des voix qui n'ont pas été comptabilisées. Mais au-delà de 70% des voix, il faut qu'il y ait une véritable osmose entre le leader et son peuple, qu'on le veuille ou non. La paix, la fête qui a suivi les élections, malgré les agitations, si vous voulez, d'une opposition en mal de projet, en mal de popularité, prouve à suffisance qu'il y a un lien. Et ce lien, quand je parle d'un président à visage humain, je m'explique. Et je parle d'anecdotes dans le livre. Nous avons, en 2020, eu un très long Conseil des ministres. On a eu un très long Conseil des ministres, et je crois que le Conseil des ministres s'est terminé, et je pense que c'était 1 ou 2 semaines avant l'anniversaire du président, si je me souviens bien. C'est terminé à 23h. Je rentre à la maison, je parle souvent de ça pour parler du président à visage humain, et je me rends compte, en regardant dans les réseaux sociaux, mais que l'homme avec qui on était au Conseil des ministres est à une fête de mariage. Vous voyez? Je dis, mais on vient de passer 7-8 heures de temps, et le gars, il est dans une fête de mariage. Où est-ce qu'il trouve cette énergie? Alors je m'endors, je me réveille le lendemain matin, je regarde l'actualité dans les réseaux sociaux, le président de la République est à Luanda, en train de représenter la RDC dans une conférence à Luanda. Conseil des ministres. Fête de mariage. Il va honorer, parce qu'il l'avait dit, avant de devenir président, qu'il fera tout ce qui sera à son pouvoir pour ne pas changer. Il l'a dit. Il n'y a rien de nouveau. Si vous suivez, et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, là. Il va à ce mariage pour honorer quelqu'un. C'est pas pour danser, c'est pas pour manger. C'est aussi de la politique. Vous savez, à l'époque des monarchies, les bals, les fêtes servaient au roi d'occasion pour avoir des informations en dehors des canaux officiels et institutionnels. Il va à cette fête, mais le lendemain, il a encore l'énergie d'aller représenter la République dans une conférence à Luanda. Mais comme c'est à côté, à 19h, je suis les infos, le même président est en train de présider un conseil de sécurité nationale. Donc, alors je me suis dit, il y a une volonté humaniste fondamentale. Tout à fait. Parce qu'il y a de lourdes responsabilités d'État, mais on trouve des interstices pour rester humain, honorer les gens. Mais ce message est perçu par le peuple comme ça. Bien sûr, il y a une espèce de bien-pensance un peu bobo, qui pense tout connaître et qui a longtemps critiqué cela. Mais moi, je n'ai jamais pris de l'expérience que j'ai du président de la République, ce dernier à défaut d'une implication totale sur les dossiers de la République. Chaque vendredi, il y a un conseil des ministres, donc le pays est dirigé, le pays est gouverné, mais le président de la République tient, malgré cela, à rester un homme parmi d'autres hommes, sans un esprit jupitérien à mettre en avant. Alors, Germain Kambinga, l'actualité politique est étroitement dominée d'ailleurs par les débats sur la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution. D'entrée de jeu, faut-il réviser ou changer la Constitution congolaise? Merci beaucoup, Jacquini, pour votre question. Alors, moi, j'ai créé mon parti politique qui s'appelle Liberté il y a bientôt 10 ans. Liberté, parce que je suis un libertarien, je suis un homme qui pense que le fondement de notre société occidentale et contemporaine étant la liberté individuelle, que c'est cette valeur cardinale qui devait être le cheval de bataille de ma vision politique. C'est Liberté qui ensuite est à l'origine de la création du Centre. Liberté étant un parti politique d'obédience centriste, fédère autour de lui les associations, les personnalités et les partis politiques d'obédience centriste de la République démocratique du Congo, d'où le centre que je dirige. Lorsque nous créons et le centre et Liberté, notre créneau, c'est l'avènement de la 4e République. Alors, là tout de suite, vous avez compris que notre vision à nous, c'est qu'il faut changer la Constitution. Il faut passer de la 3e à la 4e République. Nous ne le disons pas aujourd'hui seulement, nous le disons depuis près de 10 ans. Allez sur Internet, j'ai énormément écrit sur le sujet,
Et j'espère que j'aurai l'occasion d'aller dans le fond et d'exprimer, de présenter à l'opinion les raisons fondamentales pour lesquelles je pense que cette constitution ne nous amènera jamais au développement. Pourquoi est-ce que je veux changer la constitution? Pourquoi je voudrais, est-ce que dans ce pays, nous changions notre constitution? D'abord, premièrement, la constitution est un acte de souveraineté. C'est un instrument. C'est un acte de souveraineté, mais c'est avant tout un instrument. Un instrument que les sociétés utilisent pour atteindre des objectifs. Une société humaine, c'est des gens qui se mettent ensemble, qui ont une communauté de destin et qui ont des perspectives communes. Et ces perspectives sont généralement de l'ordre de deux. Premièrement, la prospérité. Deuxièmement, la sécurité. Voilà pourquoi on se met ensemble, prospérer dans la sécurité. Et alors on met des règles, et ces règles construisent le contrat social. Ce contrat social, on l'appelle une constitution, qui détermine comment est-ce qu'on fonctionne entre nous. C'est ça en fait une constitution. Comment est-ce que ça marche entre nous? Quelle est la règle? Et les sociétés modernes, occidentales, celles sur qui nous plagions plus ou moins notre organisation institutionnelle, partant du baron de Secondat, Montesquieu, à John Locke, postulent qu'il faut une constitution démocratique, dont le point de départ, c'est la liberté individuelle. Mais notre constitution ne respecte pas déjà ces règles-là. Pour la simple et unique raison, qui est le constituant? C'est un Sénat et une Assemblée nationale composés de quelle manière? De façon paritaire, au travers d'une règle établie par la force. La constitution de la transition est une constitution qui n'est pas souveraine, elle est établie par la règle de la force. Je suis fort, j'ai des armes, je suis une entité. Je suis très fort, j'ai des armes, je suis une composante. Gouvernement, RCD, MLC. C'est une constitution qui n'a pas une généalogie démocratique, une généalogie souverainiste. Elle est imposée. Et c'est comme ça que se structure le constituant. Paritairement, on a des députés qui sont cooptés, désignés. Paritairement, on a des sénateurs qui sont cooptés et désignés. Mais ces groupes politiques dont je viens de parler, d'où tirent-ils leur force? RCD, c'est du Rwanda. MLC, c'est essentiellement de l'Ouganda. Le gouvernement de l'époque, c'est essentiellement d'une communauté internationale totalement organisée pour vassaliser Joseph Kabila, qu'ils instrumentalisent à l'époque, même si ça ne marche pas ensuite. C'est ça l'idée de départ. Ils mettent tous les moyens derrière Joseph Kabila en espérant, du fait de sa jeunesse, qu'ils l'instrumentaliseront dans la gestion du pays. Ces gens-là se mettent ensemble, créent une constituante. Cette constituante met une commission dans laquelle ces gens-là délèguent des gens, et on voit tout de suite le cheminement logique. Des instructions venues du Rwanda, venues de la communauté internationale, venues de l'extérieur, conditionnent la rédaction d'une constitution, avec pour objectif la perpétuation du système transitionnel. Ça veut dire, on fait une constitution qui a un objectif. Sur papier, que le Congo se réunifie et se développe, mais avec un objectif réel, c'est que toutes les composantes puissent se retrouver après. Si vous n'êtes pas président, vous pouvez être gouverneur. Si vous n'êtes pas gouverneur, vous pouvez être sénateur. C'est d'ailleurs dans cette même logique que se construisent des commissions électorales nationales indépendantes qui se sont succédées. L'idée, c'est que le PPRD, le RCD, le MLC puissent garder la mainmise de l'échiquier politique. Il y a un déni de souveraineté vis-à-vis du peuple. Voilà le problème ontologique de cette constitution, même si je ne suis pas pour l'essentialisation. Mais je constate néanmoins qu'il y a un problème de souveraineté. Ces gens-là, je ne leur avais pas donné ce pouvoir. Vous ne leur aviez pas donné ce pouvoir. Ils l'ont eu par la force. Il y a eu référendum. Mais le référendum, cher Jacques, ne blanchit pas le péché originel, puisque la Constitution présentait déjà une faiblesse congénitale. C'est que c'est le résultat, non pas
d'une maternité normale, mais d'une insémination artificielle, faite de l'étranger. Donc cet enfant métissé qui sortait, nous l'avons accepté sous la contrainte. Là, je vous ai parlé d'une contrainte extérieure. C'est l'imposition de l'idée par la communauté internationale, par le Rwanda, par l'Ouganda, à travers les forces stipendiées intérieures qui étaient les entités et les composantes au dialogue intercongolais. Mais au niveau interne, vous parlez d'un référendum. C'est quoi un référendum? C'est l'acte de souveraineté sublime par excellence. Mais si ce référendum ne peut pas garantir la souveraineté, même s'il y a une espèce de liberté qu'on semble mettre en avant. Vous savez, Heidegger, qui est un grand penseur du XXe siècle, l'explique très bien. Heidegger, qui a beaucoup travaillé avec Hannah Arendt, ce sont de grands penseurs du XXe siècle, et d'ailleurs c'est eux qui sont à l'origine de l'existentialisme bien avant Jean-Paul Sartre. Alors il dit qu'il faut distinguer liberté et souveraineté. Et c'est ce qui s'est passé en 2005. Il y avait une liberté, puisqu'il y a une pluralité de choix binaires, oui ou non, mais il n'y avait pas de souveraineté, parce que la généalogie de la décision reposait sur une psychose généralisée. Tous ces groupes avaient des armées à Kinshasa. Nous sortions d'une menace forte de balkanisation et nous ne pouvions pas choisir en connaissance de cause. Nous n'avions qu'un seul choix, c'est sortir le Congo de ce statut de pays et de nations à part entière, avec 4 vice-présidents, des armées et des chars de combat dans toutes les grandes villes, une Assemblée nationale, un Sénat composé par cooptation, des entreprises saucissonnées, partagées, à qui mieux, selon la force qu'on aurait. On était tous pressés de sortir de cela, donc on a choisi librement, mais pas souverainement. À partir de là, ce oui est un oui biaisé au sens de Heidegger. Donc, je pense que ce débat ne peut pas être escamoté en considérant qu'il y a eu un référendum. Il y a eu une imposition référendaire. D'ailleurs, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans ce pays avant le vote. Quelle menace apocalyptique n'a pas été présentée à la face du peuple congolais pour dire il n'y a pas d'alternative. Si on n'a pas cette constitution, c'est la guerre. On a la mémoire courte. Nous étions des acteurs. Nous sentons encore dans notre chair la psychose qui régnait dans ce pays. On était pressés d'en sortir. Donc le référendum ne peut pas être un argument parce qu'on a voté plus ou moins librement, mais sans souveraineté. Alors, déjà au mois de janvier de cette année, vous appeliez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à initier un référendum pour amener la population à prolonger le mandat présidentiel de 5 à 7 ans, estimant qu'il fallait passer, vous l'avez dit ici, à la 4e République, il faut en finir avec la 3e. On parle là alors pur et simplement de changement de la loi fondamentale. Moi, je suis catégorique sur le sujet. Il faut changer la Constitution. Je ne pense pas que la révision constitutionnelle puisse nettoyer notre Constitution de cette maladie congénitale qu'elle a. C'est qu'il y a une absence de souveraineté qui a milité à la rédaction de cette Constitution. Il faut une Constitution qui soit plus adaptée. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, comprenons-nous bien. Dans les circonstances de l'époque, c'était un instrument transitionnel qui a permis à la République démocratique du Congo de faire l'apprentissage de la démocratie et du fonctionnement des institutions plus ou moins démocratiques. On a appris, on a atteint la limite et la maturité de ce processus avec le départ de Joseph Kabila. Je pense même que la mission de cette constitution s'est terminée en réalité avec le départ de Joseph Kabila. C'était expérimenter le respect des textes à travers une alternance, première, deuxième, troisième élection, mettre en place des institutions plus ou moins démocratiques et voir comment tout cela marche. On sait maintenant, plus ou moins, qu'il n'est plus possible dans ce pays d'accepter avec la même facilité les égarements autoritaristes d'un dirigeant ou d'un groupe politique. C'est pour ça qu'il y a eu une alternance. Donc cette constitution, pour ces objectifs-là, a atteint sa maturité. Nous devons passer avec courage à un stade supérieur. Ne tombons pas dans le piège du dilemme de l'âne de Buridan.
cet âne avait soif et avait faim. À force de se demander, je bois ou je mange, l'âne a fini par mourir. C'est la situation du Congo et de ses acteurs politiques qui mentent à la population, qui ne disent pas la vérité. Cette constitution, messieurs, mesdames, jeunes, Congolais, gens du Congo, ne vous permettra jamais de vous développer. Alors que vous êtes ensemble en tant que nation pour vous développer. Il faut une constitution écrite différemment, avec un accent mis sur la méritocratie, sur les contraintes, sur la sanction. Vous n'agissez pas, la Constitution donne des orientations pour une punition, pour une sanction d'ordre politique. C'est essentiel pour se développer. Vous, regardez comment nous fonctionnons. Prenons la décentralisation, qui est le cœur de tout ce dont nous avons besoin pour nous développer. Vous rêvez, vous critiquez les présidents qui se succèdent, vous demandez des bilans, mais vous ne vous posez jamais la question de savoir mais comment ce pays peut se développer si à chaque législature, à chaque mandature, on a une vingtaine de provinces qui ne fonctionnent pas. Parce que les 40% ne sont jamais rétrocédés, parce que la caisse de péréquation ne fonctionne pas, parce que les assemblées provinciales prennent, parce que paupériser, notamment en otage, les exécutifs provinciaux avec des motions à répétition. La dernière législature, le président de la République en réalité a fonctionné avec combien de provinces? Kinshasa, Congo, le Haut-Katanga, le Lualaba et accessoirement. Donc toutes les autres provinces, plus d'une vingtaine, elles ont été paralysées par la faiblesse de financement. On a vu les députés provinciaux faire le siège partout, et partout dans leur province, et ici à Kinshasa, pour réclamer des mois et des mois d'impayement. On a vu des députés provinciaux transformer les provinces en lieu de conflits politiques permanents, empêchant les gouverneurs de mettre en place des politiques de développement. Comment est-ce qu'on se développe avec une telle constitution qui ne permet pas de dire, monsieur le Premier ministre, la constitution dit il faut 40% aux provinces. La constitution dit il faut 10% à la Caisse nationale de péréquation. À l'année plus 1, dans le cas de la loi des redditions de comptes, nous constatons que ce n'est pas fait. Les lois organiques basées sur la constitution de ces institutions disent que vous devez démissionner ou vous êtes réputé démissionnaire avec vos équipes. Voilà le type de constitution qui permettra à la République démocratique du Congo de se développer. Une constitution qui établit la sanction comme la règle face à l'inefficacité. La sanction politique, j'entends. Parce que les politiciens, ils ont plus peur de la sanction politique que de la sanction pénale. Donc il faut des sanctions politiques qui mettent au pied du mur les dirigeants de notre pays. Alors, le débat est sur la place publique, dans les bouches. Mais il y a plein d'autres sujets. Hein. Justement, c'est pour ça que je voulais justement en arriver là, parce que je veux qu'on... J'ai parlé de la décentralisation. Aujourd'hui, Jacquini, s'il vous plaît, j'ai parlé de la décentralisation, mais je pourrais vous parler également de la double nationalité, qui sont autant de raisons qui nous obligent à avoir une constitution avec une autre philosophie. Nous avons, dans ce pays, une diaspora très importante, avec des millions de Congolais, en Australie, en Autriche, dans les pays limitrophes, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, en Europe du Nord, partout, en Irlande. Et dans ce lot, il y a des excellences que nous ignorons dans le domaine de la physique, dans le domaine de la médecine, dans les domaines de l'économie. Ce sont des Congolais. Ces gens-là, puisque nous n'avons pas financé leur formation, nous pouvons mettre en place une politique pour qu'au moins une fois par an, dans un premier temps, qu'ils aient envie de revenir, transmettre ces connaissances et contribuer au développement du Congo. Mais ces gens n'ont plus la nationalité pour l'essentiel. Ils ont besoin d'un cadre qui les rassure. Ils ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas rejetés.
le professeur de Harvard qui est congolais depuis 30 ans. Il faut lui donner envie de revenir ici, transmettre ses connaissances. Au-delà des politiques gouvernementales qui peuvent être mises en place, il faut un cadre constitutionnel. Mais comment on va gérer cette question quand il s'agit par exemple de pays limitrophes comme le Rwanda, où justement l'irrévocabilité de la nationalité peut avoir un impact sur l'entrée de qui que ce soit? Alors là, on a la nationalité unique. Ça se passe mieux à l'Est? Pas forcément. Alors, donc à partir de là, peut-être que ce n'est pas ça la solution. Peut-être que le problème, il est ailleurs. Il y a toujours cette analyse coût-bénéfice. Moi, je pense qu'ici, nous gagnons des compétences de très haut niveau, sans lesquelles il n'y a pas de développement, sans lesquelles il n'y a pas d'avenir. Le développement, ce n'est pas une question de volonté. Ça, c'est une condition nécessaire. Mais c'est une question de compétences et de politique méritocratique. Ça, c'est la condition suffisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre les deux, s'il faut choisir, choisissez de mettre en avant les compétences. Sacrifiez un peu de vous, un peu de votre organisation pour permettre aux compétences de s'exprimer et vous serez étonné de voir à quel point ces compétences peuvent même vous permettre de résoudre le problème que vous énoncez, celui de la gestion des frontières. On a tellement de bons administratifs congolais dans les administrations européennes, dans les frontières européennes, américaines, qui ont 30 ans de carrière de gestion de mairie, de gestion des administrations civiles, qui ont une expérience au Canada et partout. Peut-être que ce que vous ne savez pas et n'avez pas comme solution pour changer les choses, peut-être que eux, ils le sauront. Voilà pourquoi leur retour en termes d'idées, en termes de compétences, est utile. Même la guerre, on a des stratèges militaires qu'on ignore, qui sont peut-être en Australie, qui sont peut-être à la NASA, à la CIA. Ok? Voilà pourquoi ces gens-là doivent être mobilisés à travers une révision constitutionnelle. C'est un impératif de développement. Vous prenez vos élections. À chaque processus électoral, nous sommes au bord du trou. En 2006, il y a même eu des guerres à Kinshasa et des milliers de morts. En 2011, on s'est retrouvé avec le président Étienne Tshisekedi qui prêtait serment et le président Kabila qui prêtait de son côté. Le Congo était au bord de l'implosion. 2018 également. 2018, la même chose. 2023, la même chose. À partir de là, nous allons continuer à faire les mêmes erreurs jusqu'à quand? Einstein dit très justement, faire la même chose et donner l'impression, ou faire croire ou penser que cela peut conduire à des résultats différents, c'est ce qu'on appelle la folie. Comme nous sommes des gens raisonnables, nous devons savoir que cette CENI, ce grand machin qui consacre la machine à perdre nationale, ne sert qu'à enrichir ses dirigeants et à déstabiliser notre démocratie. Elle est née d'une relation incestueuse entre le constituant et les décideurs politiques qui ont mis en place une machine qui devait répondre à un seul objectif, faire en sorte que les belligérants gardent le pouvoir le plus longtemps possible. C'est parce que Joseph Kabila en a décidé autrement que les choses se sont faites autrement. Et c'est d'ailleurs ce qui explique, par ailleurs, ça c'est un autre débat, tous les problèmes sécuritaires que nous avons eus. Il y a toute une généalogie à faire par rapport à ces questions-là. Donc il faut reformer le processus électoral, et ça commence par la Constitution. Nous, on a des propositions. Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire comme toutes les démocraties modernes environnantes. C'est le suffrage indirect, avec le président du parti majoritaire, qui est de facto. Il n'y a pas d'élection. Quand l'ANC gagne, il n'y a pas d'élection. On sait que c'est le président de l'ANC qui devient président de la République. Ça se passe comme ça dans la plupart des pays d'Afrique de l'Est, qui ont des démocraties et des processus de développement plus ou moins enviables. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux si vous avez, par exemple, une CENI qui peut se fabriquer à n'importe qui une majorité? Mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est pour ça que j'ai commencé par la CENI, qui doit être reformée. Le système électoral doit être changé. On doit arriver
à des mécanismes comme ça se passe peut-être aux États-Unis. Hein. Vous avez 26 provinces. Moi, je pense qu'on devrait avoir 26 patrons de commission électorale qui prêteraient serment devant le président de la République, la Cour constitutionnelle, comme ça se fait pour l'unique président de la CENI. Ces derniers seraient chargés de faire la vérité des urnes dans chaque province. La centrale électorale au niveau national ne serait plus qu'une boîte aux lettres. Ça complexifierait déjà un certain nombre de situations, ça rendrait plus complexe tout ce qui peut se mettre en place comme mécanisme de triche. Et puis par ailleurs, il y a cette question de l'argent. Je pense que la CENI ne devrait plus gérer l'argent. Ce sont des réformes qu'il faut apporter. La CENI pourrait être l'organe au niveau national qui collecte comme une boîte aux lettres, au niveau provincial qui suit les opérations avec des PV qui peuvent absolument pas être remises en cause par la centrale nationale, sauf par la Cour constitutionnelle, mais que le financement, la logistique soit gérée par une direction générale des élections, des fonctionnaires qui sont là pour longtemps, qui ont un statut, qui peuvent être soumis à des règles de vérification administrative ou pénale, et ainsi de suite. Si on ne veut pas que ce soit le ministère de l'Intérieur, mettez l'argent dans une direction générale, que ces gens soient moins riches, qu'on n'entre pas pauvre de la CENI pour sortir riche. Ce sont des réformes qui passent par le changement de la Constitution, qui ensuite se répercutera sur la loi. C'est d'abord une question de philosophie constitutionnelle. Cette CENI doit disparaître. C'est un arbre à abattre, c'est un arbre à déraciner. Sinon, même cette opposition qui fait mine de minauder face à la réforme constitutionnelle présentée par le chef de l'État, mais elle prendra le pouvoir quand? Parce que dans le modèle actuel, il y a 450 députés de la majorité, et on sait déjà comment va se structurer la prochaine CENI, qui sera premier vice-président, deuxième, jusqu'au dernier membre de la plénière. C'est essentiellement la majorité, peut-être un de l'opposition. Mais ce système, Jacquini, qui présente en fait un véritable chef-d'œuvre d'hypocrisie politique, on va l'accepter jusqu'à quand? Cette défausse qui consiste à faire croire qu'on envoie des représentants pour qu'ils soient indépendants, alors qu'on sait très bien qu'ils ne le sont pas. Et qu'ils vont dans cette CENI pour travailler, et c'est d'ailleurs la condition de leur choix. On prend parmi les membres les plus fidèles des prétendus présidents de groupes politiques et de partis pour aller perpétuer les résultats de l'élection passée. Alors, vous êtes une opposition stratège lorsque vous refusez une réforme qui peut vous permettre, à travers le débat, de changer les choses. On dit que c'est fait pour que le président Tshisekedi s'éternise au pouvoir. Mais alors très bien, profitez-en pour que Kabila soit candidat, puisque vous voulez que Kabila revienne. C'est ça la stratégie. Alors, on fait de la politique sans stratégie. Si le fond de la pensée de l'UDPS, qui je vous le dis, se battra, à la différence de l'ancien régime, l'UDPS, c'est la virilité militante et c'est la radicalité dogmatique. C'est l'école de la politique congolaise. Et vous savez ça, et j'espère que vous le savez, Tout à fait. que tous, d'une manière ou d'une autre, nous nous inspirons de ce parti depuis plus de 30 ans pour faire de l'opposition, quand on est dans l'opposition. Alors ces gens-là vont se battre démocratiquement pour défendre leur position, qu'ils appellent l'héritage de Etienne Tshisekedi, qui avait dit que lui, la première chose qu'il ferait, dès qu'il est président, c'est de changer la Constitution. Donc, l'UDPS se battra. Alors que les autres soient tout aussi stratèges. Puisque l'UDPS se battra et a peut-être le secret espoir de voir leur leader, le président Tshisekedi, continuer à gouverner. Quel est votre intérêt? Est-ce que votre seul intérêt, c'est de poursuivre l'ombre, ça veut dire Tshisekedi, au lieu de poursuivre la proie, ça veut dire le pouvoir? S'il y a changement de constitution, s'il est vrai que ça donnerait une possibilité au président Tshisekedi de se représenter, pas d'être président,
C'est deux choses différentes. Se représenter. Comme Chadari représentait le FCC en 2018 avec l'armée, les services de sécurité, les services de renseignement et tout le corps social et administratif national. Mais cela ne l'a pas empêché de perdre cette élection. Donc il n'est pas dit que face à un rejet de la population vis-à-vis du président actuel, que parce que la Constitution aurait été changée, qu'il sera forcément élu. Mais voilà. Ceux qui combattaient la même Constitution hier ont changé les fusils d'épaule. Très bien. Ils en sont d'ailleurs devenus des défenseurs aujourd'hui. Est-ce que cela fait partie du jeu politique seulement ou non. Parce qu'on sait que... Vous savez, moi j'ai vu quelques professeurs, dommage, vous avez la pudeur de ne pas citer les noms, quelques professeurs congolais qui disent des choses monstrueuses. Ils vous disent, si vous changez la Constitution, par exemple, toutes les institutions tombent. Ils vous disent, il est impossible de changer la Constitution, ce n'est pas prévu. Et lorsque vous essayez de leur apporter une contradiction factuelle, ils vous disent, n'est pas constitutionnaliste qui veut. Écoutez-moi très bien, peuple congolais. Lorsque des personnes intelligentes décident de faire les idiots, ça veut généralement dire deux choses. Ça veut dire que soit ce sont des gens fondamentalement malhonnêtes, soit alors ce sont des gens qui souffrent de ce qu'on appelle complexe de supériorité, complexe d'Adler. Donc ils se disent, on est tellement intelligent et tellement légitime que même en faisant les idiots, on sera quand même plus intelligent que les autres hommes intelligents, comme eux. Parce que venir nous faire croire qu'une constitution ne peut pas être changée, parce qu'il n'y a aucun mécanisme rédigé qui le prévoit, c'est vraiment nous prendre pour des idiots. Donc si aujourd'hui le président de la République disait « Je choisis une question principielle. Peuple congolais, voici le référendum. Devons-nous, oui ou non, changer la Constitution ?» Imaginez que ce soit ça la première question d'un référendum que ferait le président de la République. Ils veulent nous dire que dans cette hypothèse-là, le peuple souverain n'aurait pas le droit de dire « Oui, nous voulons changer notre Constitution parce que cette Constitution, rédigée de la manière dont nous avons parlé précédemment, ça veut dire avec une forte inféodation du constituant à des logiques de pays extérieurs, Rwanda, Ouganda, Union européenne et autres. De quel droit ces gens se donnent ce pouvoir? Vous leur donnez ce droit, Jacquini, de prendre votre liberté et de vous dire ce qu'ils ont fait à l'époque, quel que soit votre ressenti actuel, vous ne pouvez pas réfléchir et dire peut-être qu'on peut faire autre chose et beaucoup mieux. Savent-ils mieux que nous ce qui est bien pour nous? Savent-ils mieux que nous ce que nous voulons pour nous-mêmes? S'ils aiment tellement le Congo, s'ils aiment tellement les Congolais, pourquoi ne les respectent-ils pas en reconnaissant qu'ils ont au moins le droit de décider? Donc le Congolais naîtrait avec une partie de sa liberté aliénée. Je nais aujourd'hui, mais il y a quelqu'un que je ne connais pas, à qui je n'ai pas donné ce pouvoir, qui aura décidé à ma place que plus rien ne devrait changer. Moi, je ne donne cette liberté à personne. Vous savez, les barrages constitutionnels sont des coquetteries des sociétés post-démocratiques, des sociétés dans lesquelles la question n'est plus le quoi, mais le comment. Parce que globalement, et sur le plan social, et sur le plan sociétal, tout comme sur le plan économique et des processus de développement, ils ont atteint leur point de maturité. Ils ont déjà répondu à la question du quoi. La seule divergence qu'il y a entre eux, c'est le comment. Et même dans cette hypothèse-là, des revirements brutaux ne sont jamais exclus. L'avènement des mouvements fascistes et nationalistes des années 30, c'était pas il y a 1000 ans. Hein.
C'était il y a 50 ans. Ça veut dire que tout peut toujours être remis en cause. Et dans le cas d'espèce, notre actuelle constitution a fini sa mission avec le départ du président Kabila. C'était une constitution, pas de transition, mais de mon point de vue, transitionnelle. Qui avait pour objectif de nous amener au point de bascule qui est le nôtre aujourd'hui. Et lorsque j'ai dit en janvier que le président de la République devait prendre le courage politique de changer la Constitution, c'est parce que j'avais la conviction, et je l'ai toujours, que c'est l'acte politique qui fera rentrer Félix Tshisekedi dans l'histoire. Parce qu'il aura été le président qui, contre vents et marées, aura porté le bâton du changement. Le Congo a besoin de changement. Le Congo n'a pas besoin de conservatisme et de faire de la course sur un tapis roulant. On a besoin de prendre notre envol et nous devons nous doter d'un instrument nouveau qui nous permettra d'atteindre cet objectif. Mais il y a un gros barrage. On a entendu certains dans l'opinion dire qu'il y a l'article B120 qui verrouille un certain nombre de dispositions, notamment la durée du mandat présidentiel. Faut-il faire un passage en force? Faut-il garder... Est-ce que d'abord cette intangibilité de l'article 20 est absolue ou relative? Voilà. Alors, je vais m'exprimer peut-être de manière un peu savante pour dire, et je l'ai dit précédemment, hein, lorsque des gens intelligents font les idiots, c'est généralement soit parce qu'ils sont malhonnêtes, ou alors parce qu'ils souffrent du complexe d'Adler, complexe de supériorité. Pensez que même en faisant les idiots, ils sont quand même plus intelligents que tout le monde. Et d'ailleurs, ces gens, lorsque vous les acculez, ils vous disent, je l'ai également dit, que n'est pas constitutionnaliste qui veut. Ce qui généralement est une manière de cacher la vacuité de leur argumentaire. Vous savez, il ne faut pas essentialiser la Constitution, en faire une réalité ontologique. Il ne faut pas non plus, lorsque on est en manque d'arguments ou lorsqu'on a changé de chapelle, considérer qu'il faut sanctuariser la Constitution, l'ésotériser au sens de Platon, pour en faire un sujet d'une accessibilité épistémologique. En règle générale, quand vous voyez des intellectuels vouloir faire de l'intellectualisme pour intellectuels, de la philosophie pour philosophes, des constitutions pour constitutionnalistes, c'est qu'ils ne sont plus dans la société. C'est qu'ils ne sont plus avec le peuple. C'est qu'ils ne sont plus en phase avec la res publica, la chose commune. Parce que si vous respectez la res publica, si vous respectez la chose commune, vous ne pouvez pas refuser le fondement même de la res publica, la liberté individuelle. Le président de la République n'a pas mis une constitution sur la table. Il a dit qu'une commission nationale devait être constituée. Voilà. Alors, vous dites non, sur base de quoi? Donc vous refusez même qu'on puisse réfléchir. Vous faites une espèce d'auto-da-fé sur un texte que vous n'avez même pas vu. Une proposition qui sera l'émanation d'intellectuels libres congolais, qui ensuite pourraient être soumis. Ça, c'est si on est timide à l'Assemblée nationale, où il y a une majorité, donc déjà là, c'est très facile. Ou alors, ça c'est mon point de vue, au peuple congolais. Parce que moi, je suis fondamentalement jaloux de ma liberté. Mais ce référendum-là demandera encore des moyens, avec les nombreux défis que rencontre la République démocratique du Congo aujourd'hui. Mais je pense que faisable. Non, mais je pense que c'est le coût le moins élevé que nous pouvons payer pour mettre notre pays sur le rail. Le développement a un prix. L'avenir a un prix. Ce n'est jamais gratuit. Cette fois-ci, il faut faire une constitution qui intègre les véritables objectifs de développement de notre pays. Pas une constitution qui cache en fait, de manière sous-jacente, l'idée d'un partage permanent du gâteau. C'est ça le problème de cette constitution, fondamentalement.
C'est qu'en fait, c'est pas une constitution qui est faite pour que les Congolais soient heureux, mais pour que ceux qui ont le pouvoir le soient. Ils n'avaient pas prévu la surprise du changement de 2018. L'idée, c'était que le même système se perpétue. Alors, vous avez un président qui dit, lui, il ne veut pas de ses privilèges, parce que ça ne marche pas de toute façon. Il ne veut pas être prisonnier des officines politiques qui l'empêchent d'agir. Il veut interroger à nouveau les Congolais pour qu'une nouvelle philosophie se mette en place. Cette philosophie, moi je la propose, doit être celle de la sanction politique, de la méritocratie, et orienter notre organisation nationale vers un processus de développement. On doit arrêter de penser que dans ce pays, on peut voter des budgets qu'on ne respecte pas, qu'on peut voter des lois de reddition des comptes qui ne correspondent à rien, et que rien ne se passe. Nos gouvernements doivent savoir que l'originalité de l'écriture de ce nouveau contrat social imposera à tout dirigeant public la charge de la responsabilité de ses fonctions. Et la sanction politique sera toujours telle une épée de Damoclès sur sa tête. C'est à cette condition que le Congo se développera. Mais tant qu'on n'aura pas intégré cela, Jacquini, on tournera en rond. Le courage politique du président Tshisekedi, c'est de se mettre sur la sellette. Il faut du courage politique. Vous savez que l'ancien régime a tout au mieux susurré, mais il n'y a pas eu le courage politique de porter cette réforme constitutionnelle. Le président a ce courage, et nous l'accompagnerons. Tous les Congolais, jaloux de leur liberté, qui pensent qu'ils peuvent mettre une phrase, une pensée nouvelle dans l'écriture de l'histoire de ce pays, doivent accompagner ce mouvement de changement constitutionnel. Parce que moi, je suis pour le changement constitutionnel. C'est une question de souveraineté. C'est une question de liberté. Si vous pensez que vous êtes des citoyens libres, si vous pensez que vous êtes maître de votre destin, la génération qui est la mienne doit prendre ses responsabilités, celle d'écrire librement le nouveau contrat qui nous permettra de mettre notre pays au diapason du processus de développement. Les enjeux sont énormes. Jacquini, j'ai l'habitude de le dire, le Congo, c'est l'Arabie Saoudite de demain. Le Congo, c'est l'Arabie Saoudite de demain. Hier, c'était le pétrole. Aujourd'hui, les enjeux sont connus. C'est la transition énergétique. C'est la révolution technologique, numérique, transhumaniste. Voilà le monde de demain. C'est le numérique, c'est la robotique, ce sont les nanotechnologies. Et toutes ces matières premières se retrouvent en grande quantité au Congo. Je pense même que les stratèges autour du président de la République, je saute du coq à l'âne, devraient saisir l'opportunité particulière de l'avènement du président Trump et d'Elon Musk. Je donne deux noms, Trump, Musk. Des libéraux pragmatiques, des homo economicus. Si vous réfléchissez bien, je n'en dis pas plus, vous avez là la clé pour finir la guerre à l'Est. Merci Germain Kamvinga. Nous sommes arrivés à la fin de notre entrevue, mais comme à l'accoutumée, face à cette caméra, vous pouvez vous adresser à qui vous voulez, au peuple congolais, au président de la République, au ministre, à l'opposition, à tout le monde, pour dire à ce stade quelle est l'opportunité de réviser ou de changer la Constitution et pourquoi il faut le faire maintenant, directement face à la caméra. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, je parle aux gens de ma génération. Vous savez, chaque matin, moi, je me réveille. Et quand je me réveille, je n'ai qu'une ambition, c'est d'être maître de mon avenir et de mon destin. J'ai envie de prendre des décisions, j'ai envie d'écrire ma propre histoire, d'avancer, sans que personne ne se donne le droit de m'empêcher de réfléchir et de faire les efforts dont j'ai besoin pour construire ma destinée. Aujourd'hui, le Congo est à la croisée des chemins. Alors, vous avez des chapelles politiques, des chapelles religieuses,
Vous avez des chapelles philosophiques, habillées par une espèce de bien-pensance, qui disent qu'ils connaissent mieux que vous ce qui est bien pour vous. Ils disent qu'ils connaissent mieux que vous la route à prendre. Ah bon? Moi, je ne donne à personne ce droit. Et vous, donnez-vous ce droit à ces gens-là de décider pour vous. Vous êtes une génération dynamique. Vous êtes les constructeurs du Congo de demain. Est-ce que vous n'avez pas le droit de réfléchir avec votre intelligence, votre liberté, surtout votre souveraineté, sur ce que vous voulez faire de votre pays? En réalité, il y a deux camps dans ce combat. Il y a ceux qui vous disent que vous n'êtes pas suffisamment intelligent, que vous n'êtes pas suffisamment mature pour penser, réfléchir et écrire votre propre destinée, penser l'avenir de votre pays. Et il y a ceux qui, comme nous, disent non, vous êtes suffisamment intelligent, suffisamment mature, que vous êtes une génération dynamique qui peut, en toute responsabilité, se lever et dire forward, en avant, on construit ce pays ensemble, tous ensemble, mais selon les règles que nous aurions nous-mêmes édictées. Voilà le choix que vous avez. Acteur ou spectateur. Pour qu'une nation se relève, il faut qu'il y ait une génération, comme le disait Frantz Fanon, qui soit prêt à assumer ses responsabilités. Chaque génération est un nouveau peuple. Vous êtes le nouveau peuple congolais. Et vous avez besoin d'être à la manœuvre pour l'écriture de votre histoire. Prenez le courage. Le Congo nous appartient à tous. Merci. Voilà, c'était Face à Face avec Germain Kambinga Katumba. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.